Merci de votre fidélité. Vous êtes là le samedi et le dimanche avec nous et c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver. Il y a un feu dans la cheminée. On est quand même encore en hiver, bien que les jours rallongent, et ça, c'est une bonne chose. On a un invité de choix, d'excellence, que nous aimons beaucoup retrouver. Il est actuellement au Théâtre Antoine, dans Art, et c'est Jean-Pierre Daroussin. Bonjour, belle entrée. Bonjour. Je vous félicite. Bonjour Jean-Pierre. C'est vrai que ça fait quelques années que nous ne nous sommes pas vus. Les choses se passent bien pour vous, et je vous en félicite. Ça continue à évoluer tranquillement, Oui. je fais mon travail. Oui, récemment Voilà. dans le film de Guédi Guian, ça a été Villa, qui a très bien marché. Aujourd'hui, vous êtes au Théâtre Antoine, accompagné par Charles Berligne et Alain Fromager. Et tous les trois, pièces à succès, très populaire. C'est du théâtre contemporain, mais classique, qui est devenu classique. C'est Art, de Yasmina Reza. On va en parler. Bon, vous êtes très bien. d'accord? Donc, On va en parler. Pas tout de je suite. vous On va en laisse- je vous laisse parler. faire. On va en parler. C'est un vrai succès. C'est une comédie. C'est une scène de ménage, en définitive. On parle aussi d'art contemporain. Il y a d'ailleurs, sur ce plateau, il y a une toile. Derrière vous, regardez, il y a une toile blanche. Peut-être que ça vous rappelle Ah oui. quelque chose, hein? Puisque c'est quand même le propos de la pièce. Pas tout à fait blanc. Non, pas tout à fait. Qu'est-ce que vous faites habituellement, vous, le samedi matin? Le samedi matin, c'est à peu près le jour où je me lève pas si tôt, parce que j'ai un garçon qui est à l'âge Petit. d'aller à la maternelle, et donc que j'emmène en général le matin. Et le samedi matin, j'ai droit à un petit peu plus de temps. Est-ce qu'il vous ressemble? Un peu. Quand je vrai vois cette photo-là, oui. Alors, est-ce Mais que vous avec aviez les mêmes couleurs, il est blond aux yeux bleus, mais autrement, ça va. des petites oreilles décollées, là? Un petit peu, comme Oui. ça, oui. Un oui. petit strabisme aussi? Ah, à peut-être, l'époque j'avais pas... Oui, peut-être. Tout est rectifié, Ouais, hein? ouais. Oui. Oui. Travail, fraternité, bonté, ça, c'est une devise qui vous parle toujours? Travail, fraternité, bonté, oui, je trouve qu'avec ça, on arrive à circuler on arrive Devise de à Marx. comprendre... C'est une devise de Marx, c'est ça? Oui. Eh bien, écoutez, je ne savais pas. C'est votre père qui la mettait en pratique? Oui, certainement. J'imagine que oui, parce que mon père est un lecteur de Marx. C'est à peu près même les seules choses qu'il avait lues, c'était Marx. Puisqu'il était ouvrier et qu'il avait été à l'école du Parti communiste avant la guerre et qu'il avait vraiment étudié Marx à fond et qu'il disait tout le temps que c'était sa lanterne, que c'était ça qui le guidait dans la vie, que c'était la pensée de Marx qui lui donnait sa morale, son assise, sa réflexion, son souffle dans la vie. Ouais. Vous avez découvert très vite votre condition sociale, une condition assez modeste. Oui, je l'ai découvert assez vite, puisque à l'occasion j'étais à l'école primaire, je me souviens, on habitait dans un endroit très, très exigu, très petit, ça faisait 18 mètres carrés avec mes parents et ma sœur. Et vous dormiez tous dans le même lit? Non, dans la même chambre, non, pas dans le même lit, mais j'avais un lit superposé avec ma sœur et mes parents, le lit à côté, dormaient dans ce lit à côté. Donc effectivement, il y avait beaucoup de promiscuité. Mais, et pas beaucoup d'intimité pour eux. Ça, je ne m'en rendais pas compte, puisque moi j'ai vécu ça jusqu'à l'âge de 10 ans et je ne me posais pas ce problème-là. Mais je sais qu'effectivement, ma sœur, qui avait 7 ans et demi plus que moi, elle, par contre, jusqu'à l'âge de 17 ans et demi, a vécu dans ces conditions-là. Donc c'était certainement pas si simple. Mais moi, je me suis un petit peu rendu compte de ça. À l'école primaire, un jour, notre institutrice avait demandé qu'on fasse le plan de là où on habitait. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, le plan de chez moi était petit, assez succinct par rapport aux autres. Et donc, je me suis rendu compte de ma condition sociale à ce moment-là. C'est difficile de s'affranchir de son milieu? Oui. Enfin, en tous les cas, pour moi, oui. Le déclassement, c'est que... Voilà, la résilience, pour dire un mot comme ça un petit peu à la mode, mais qui résume un peu comment on peut accepter cette transition, comment on peut accepter les différentes couches que l'on met sur soi et comment on se transforme et comment les différentes peaux que l'on endosse. Ça met du temps à accepter. J'ai eu longtemps des réflexes que j'ai encore parfois de méfiance avec les gens pour qui l'argent est facile. Voilà.
qui sont dans l'aisance. Qui sont dans l'aisance. Ouais. Vous avez travaillé, vous, de 17 à 20 ans. Hein. Vous avez suivi les traces de votre père, Oui, comme étameur. Hein. C'est un métier quand même très particulier. Mais des conditions, j'imagine, physiques assez redoutables, non? Oui, c'était dur. On respire des vapeurs qui sont assez nocives. Ce n'a pas empêché mon père de prendre sa retraite à 75 ans et de vivre jusqu'à 96 ans. Donc, en même temps... Il n'y a pas eu d'incident sur sa santé? Si, parce que quand même, malgré tout, il a absorbé du plomb, trop de plomb, et qui lui a créé une maladie de Parkinson. Voilà. En tout cas, belle longévité néanmoins. Vous les avez perdus tous les deux. Qu'est-ce qui vous reste d'eux? Le sourire de ma mère, souvent, sa joie de vivre, tout en étant extrêmement discrète et extrêmement en retrait, parce qu'elle laissait vraiment le premier plan à mon père en permanence. Mais elle avait toujours un humour très précis et très délicat. Vous croyez qu'elle a été heureuse? C'est difficile à dire. Vous me posez une question qui m'émeut. C'est difficile à dire. Lorsqu'elle est décédée de façon assez brutale, on ne s'y attendait pas. J'ai été retrouver mon père qui était avec elle. Et mon père m'a dit, je crois qu'elle n'a manqué de rien. J'en étais pas si sûr. Et selon vous? Selon moi, je pense que elle aurait certainement préféré... Je pense que c'était une amoureuse et qu'elle aurait préféré avoir mon père un petit peu plus proche d'elle. Et mon père se consacrait plus à sa sociabilité. Voilà. Un rôle social. Voilà. Vous avez perdu votre insouciance, votre légèreté assez vite ou pas? Non, jamais. J'espère que je ne l'ai pas trop perdu. Vous comptez encore sur l'insouciance aujourd'hui pour vivre? Ah oui. Même à l'âge que vous avez, pardon. Oui. Il n'y a pas de gravité chez vous? Il peut y en avoir, mais non, vraiment, je continue à prendre tout ça comme étant une expérience assez merveilleuse. Mon père, arrivé vers ses 96 ans, m'a dit un jour, alors qu'il n'avait pas toujours toute sa tête, tout ça quand même vers la fin, mais il m'a quand même dit, tu verras, c'est intéressant jusqu'au bout. Ce qui est une bonne phrase. Quand un père dit ça à son fils, tu verras, c'est intéressant jusqu'au bout. Je sens bien que moi, j'ai un peu ce tempérament-là. Ça m'intéresse. Même les choses les plus délicates à négocier, ça ne me fait pas peur. Bon, vous n'êtes pas arrivé au bout, loin de là. Ça a commencé en 1976, c'était les cours Florent. Il y a eu le conservatoire. Évidemment, Catherine Fro, Ariane Ascarine étaient vos compagnes, les élèves, vos partenaires. Et votre parcours, elle est raconté ce matin par Laurence Boulet. Comme il est touchant, Daroussin. Touchant et attachant, celui que ses vieux amis appellent Dada est un homme qui aime la troupe et le groupe. Pas étonnant qu'il se fasse connaître dans le film de Jean-Marie Poiret, Mes meilleurs copains. Son clan, c'est la bande de Guédiguian. C'est des valeurs, par exemple, de solidarité, du vivre ensemble, de partage. De Kilosa à la Villa. C'est horrible, tous ces bons souvenirs. En passant par Marius et Jeannette, il est l'acteur fétiche du réalisateur marseillais. Ma toute petite sœur. Depuis le conservatoire, Ariane Ascaride est sa complice, tout comme Catherine Fro. Sans vous, sans votre amitié, je serais déjà folle. Avec elle, il participe au tandem Bakri Jaoui et décroche le César du meilleur second rôle pour Un air de famille. Touchant et bienveillant, comme son personnage du cœur des hommes, le triptyque de Marc Esposito. Touchant, mais aussi entreprenant, en 2006, il se lance dans la réalisation d'un premier long métrage, Le Pressentiment. Matériellement, ma vie n'est pas si différente et moralement, je la trouve, moi, 100 fois plus belle. Dans la vie, Jean-Pierre a aussi un petit côté nonchalant. Même le matin, à 7h, je suis mou. Touchant et même poignant quand il interprète du Tchekhov, un de ses auteurs préférés. Je me révolte. Et surtout, je me révolte. 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 Je me révo
J'ai peur. Touchant et surtout dans l'air du temps, lui, le patron du Bureau des légendes, la série d'espionnage de Canal+. Touchant et finalement touché Jean-Pierre Daroussin quand il présente le film de sa compagne réalisatrice Anna Novion dans lequel il joue. Ça me touche beaucoup, ça m'émeut. Alors maintenant, on en est sûr. Il est touchant, Daroussin. Est-ce qu'il vous est arrivé, parce que vous qui êtes un homme exigeant, hein, on le sent bien quand même dans votre parcours, de tourner néanmoins quand même des films alimentaires? Je dirais peu. Il m'est arrivé de faire un film une fois pour faire plaisir à mon agent. Ah. Voilà. C'est-à-dire que... Mais pas nécessairement pour payer vos impôts. Non, c'était Pour pas faire pour payer mes plaisir. impôts. C'était pour faire plaisir à mon agent parce qu'elle m'a dit, quand même, si tu refuses un film à ces gens-là, entre guillemets, Ouais. c'est pas bien. Il faut aussi qu'on sente que tu as envie de faire des films comme ça aussi. Donc, Pour s'ouvrir à d'autres familles. voilà, peut-être, s'ouvrir hein. à d'autres familles et tout ça. Et donc, j'ai écouté ce qu'elle m'a dit et vous l'avez j'ai fait regretté? ça. Non, pas du tout. Non. Très bien. Non, parce que j'ai pris ça comme une expérience. Encore une fois. Regardez Donc, là, peut-être c'est des pirouettes, mais en tous les cas, je m'en sors comme ça. dans l'écran, il y a ce jeune homme là qui vous ressemble bien, avec des cheveux. Ah oui. Oui. Quel conseil vous donneriez à ce garçon? Vous Euh, avez quel âge là? 20 ans? Un petit Là, peu plus. moi, j'ai commencé vraiment, c'est ça, 20 ans et demi, 21, Alors, vous lui 21 dites ans. quoi? Donc, le seul conseil que je lui donnerais, c'est travaille peut-être un petit peu plus. Ah ouais. Voilà, un petit peu plus. Une petite tendance Une à petite la tendance paresse parfois. Voilà, une petite tendance voilà, un petit peu de laisser aller, un petit peu de trop de contentement de soi-même de temps en temps. Avec le temps, moi, je dirais que j'ai appris à être un petit peu plus sérieux. Tendance aussi, je trouve, à une certaine bonhomie. Vous êtes comme ça, bienveillant, le bon copain. On a envie de passer un week-end avec vous. Mais comment vous réagissez quand on se comporte mal avec vous? Vraiment, je fais en sorte que ça ne m'atteigne pas. Vraiment. C'est-à-dire que si... Et plus ça va, et mieux ça marche. C'est-à-dire que mon ego est très entraîné à ne pas être entamé. Je n'ai jamais pratiqué aucun art martial dans ma vie, mais voilà, je fais un peu du aïkido, quoi. Je dirais que je laisse la force de l'autre, ou là, en tous les cas, je fais en sorte que ça ne m'atteigne pas. Voilà. Depuis 2015, d'ailleurs, Laurence nous le disait dans le sujet, alors vous avez fait un tabac avec le Bureau des légendes. Hein. C'est vrai, vous jouez le patron donc de la DGSE. Vous allez reprendre? Mais vous me posez une question à laquelle je n'ai pas le droit de répondre. Et Mais c'est très agaçant. Oui, mais vous vous rendez bien compte que dans une série comme ça, il y a ce qu'on appelle des secrets industriels. Oh là là. C'est-à-dire je n'ai pas le droit de spolier comme ça, surtout dans des émissions aussi regardées Bien sûr, comme ça. oui, Donc, oui. donc je ne Et peux sur pas une chaîne- dévoiler et sur quoi une que ce chaîne soit. concurrente. Et sur une chaîne concurrente en plus de ça. Donc, vous voyez. Vous aviez carte blanche? Oui. Vous aviez carte blanche. On Oh, vous bon, a bon, demandé. bon, Oui, d'accord, oui, très oui, bien. oui. Oui, c'est vrai. On vous a demandé où vous vouliez nous emmener. Et vous souhaitiez en fait aller à la Bibliothèque nationale dans le 2e arrondissement Richelieu. Alors, elle est magnifique. Magnifique. Ah oui, franchement, là, vous avez eu de la chance parce que vous avez eu une visite pour vous tout seul. Et alors, vous avez goûté à ça avec une gourmandise très grande. Anne-Rose Leblanc et Laurence Boulet vous ont accompagnés. Bonjour, on est à la Bibliothèque nationale. On est venu ici parce que c'est un endroit très mystérieux pour moi. J'avais la sensation qu'il fallait remplir certaines conditions très, très compliquées pour moi, qui étaient d'avoir fait des études pour rentrer dans cet endroit. Et s'il y a un endroit dans Paris que j'ai l'occasion, grâce à vous, de découvrir, profitons-en. Ce brave Voltaire qui nous accueille, on ressent l'énergie et la malice. Il semble être décidé à révolutionner le monde, ce type-là. Hein. Allons aux heures du spectacle. Sarah Bernard. Je l'adore, elle ressemble tellement à une ancienne fiancée. Quand je vois ce tableau, à chaque fois, je me dis c'est drôle. C'est un truc, hein, quand même.
hein, l'odeur, je suis ému. Moi, de toute façon, rien m'émeut, mais j'ai ce petit caractère comme ça, être très impressionnable. Ça m'est arrivé au cinéma de jouer un bibliothécaire. Il avait une folie, il avait une poésie, quelque chose. Je comprends qu'on puisse avoir envie de passer sa vie dans une bibliothèque, vraiment. Gérard Philippe. C'était une idole de ma jeunesse, lui, Gérard Philippe. Jean-Louis Barrault. Je ne trouvais pas que c'était un acteur si formidable que ça, mais en même temps, c'est un homme de théâtre. Oh ah, ça alors. Ah, le théâtre des années rock. Magnifique, on faisait avec Catherine Fro. Très, très bon souvenir. Et donc ça, c'était un spectacle qu'on avait écrit au tout début des années 80. On racontait notre jeunesse, quoi, les années 70 et d'où on venait. Ça vous fait bizarre de vous revoir comme ça? Oui, ça va quand même. Je suis pas effrayé du temps qui passe. Parce que je regrette pas, je continue à être tout à fait un jeune homme. Le château de ma mère. On est avec Pagnol. Lui, alors, lui écrit carrément comme un écolier, quoi, au porte-plume. Nous attendions d'abord parqués derrière des tubes de fer, dans une longue queue. Nous étions des voisins gênants, car nous emportions toujours de lourds chargements de poissons. Et comment ça se fait que vous savez faire l'accent? Ben voilà, mais justement, à cause de Guédiguian, je suis quand même un peu marseillais, et puis j'ai quand même vécu à Marseille pendant assez longtemps, donc ça finit par imprégner. Et alors maintenant, c'est quoi? Le roi se meurt. Le roi se meurt. Ah, il est teigneux, hein, parce qu'on sent qu'il appuie fort sur le... Ça doit être un teigneux, quand même. Il y a une rage, hein, chez lui, hein, quand même. Cette autodestruction des hommes le révolte profondément. Je l'ai vu jouer 2 fois. C'est Michel Bouquet, peut-être l'acteur qui a le plus profondément marqué les acteurs de sa génération. Il a touché la grandeur, Michel Bouquet. Et les livres, chez vous, vous aviez une grande bibliothèque? Pas trop, il n'y avait pas beaucoup de livres chez moi quand j'étais enfant. Le premier livre vraiment à moi, c'était un prix. C'était un prix que j'ai eu à l'école, à la fin de l'année. La salle des manuscrits. Vous avez écrit un livre sur votre père. Quel rapport vous entretenez avec l'écriture? Je ne me sens pas légitime, voilà. Donc je me force. Oui, c'est quand même assez douloureux. On ne se rend pas compte à quel point l'écriture, c'est très exigeant. Il faut s'y consacrer vraiment beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. C'est moi qui vous remercie de m'avoir permis cette occasion. Rentrer à la Bibliothèque nationale, formidable. Bon, allez, il faut y aller, parce que moi, c'est pas tout ça, mais il faut que j'aille jouer aussi. Hein. Et oui, il faut aller jouer. Vous arrivez à quelle heure dans votre loge? Entre 7h30 et 8h pour jouer à 21h, ça va. Vous voyez votre texte? Eh bien oui, tous les soirs. Eh bien, sur cette pièce-là, oui. C'est quelque chose que je ne fais... Mais sur ce spectacle-là... Pourquoi? Parce que le texte est plus difficile, il faut que ce soit très, très huilé, c'est une horloge? Non. C'est parce que j'ai commencé à le faire, et que maintenant que j'ai commencé à le faire, je me dis qu'il faut que je continue à le faire tout le temps. Donc c'est devenu un toc. C'est devenu un toc, voilà. C'est-à-dire que... Alors que... Et j'ai même l'impression que maintenant, si je joue d'autres pièces, je ferai ça comme ça aussi. Peut-être pas, mais en tous les cas, j'essaie de ne pas m'enfermer dans aucun système, dans aucune façon. Mais là, j'ai du mal à me dire, tiens, aujourd'hui, je ne vais pas le faire. J'ai l'impression que je ne vais rater la représentation si je ne le fais pas. Vous êtes devenu superstitieux. Je suis devenu... Vous l'êtes déjà. J'ai toujours été superstitieux. En tous les cas, c'est une superstition qui évolue tout le temps. C'est pas sur la couleur verte ou sur tel objet qu'il ne faut pas porter. Mais petit à petit, je me suis constitué pour chaque spectacle un petit rituel. Et j'ai du mal à déroger à ce rituel. J'ai l'impression que voilà, je vais rater une marche si je ne fais pas ce petit rituel, qui change à chaque fois. Mais là, pour ce spectacle-là, oui, je relis le texte à chaque fois avant. Est-ce que vous sauriez nous raconter la pièce, le pitch? Allez, en quelques mots. C'est l'histoire de 2 hommes, qui sont Serge et Marc. Serge a acheté un tableau que sa condition d'homme qui a un petit peu réussi en tant que dermatologue et tout ça, lui permet d'acheter, et surtout parce que lui, depuis des années, il est exalté par l'art moderne, par des tas de choses comme ça. Il a l'impression
de vivre avec son temps parce qu'il découvre des choses neuves et des choses... Son ami, son vieil ami, Charles Berling, lui, est plutôt... a une petite tendance à être plutôt tourné vers le passé, se méfie au contraire de tous les engouements. C'est pas quelqu'un, il refuse un petit peu tous ces enthousiasmes qu'il trouve un petit peu gratuits, qui sont suspects et tout ça. Et donc, arrive à ce moment où ils vont se dire, en fait, se révéler quelque chose qui s'est émoussé dans leur amitié, comment la vie les a écartés, comment ils ont fait des chemins différents et pourquoi est-ce qu'ils sont amis. On se demande bien pourquoi ils continuent à être amis. Au milieu de ça, il y a le personnage que je joue, Yvan, qui est celui qui finalement essaye de tirer toujours pour que les liens amicaux restent et existent et soient patents, c'est-à-dire qu'on puisse aller vraiment dîner, qu'on puisse discuter sur des choses, même si on n'est pas d'accord. Même si on n'est pas d'accord. Mais lui aussi est à un moment de sa vie où lui aussi prend un chemin différent puisqu'il va se marier et que lui, qui a toujours été un célibataire endurci, lui aussi, c'est sur le bord. Donc, ce sont 3 hommes qui sont sur le bord de changer de vie et qui sont au bord du précipice. Parce que le précipice, il est d'abandonner tout ce qu'ils ont été avant et en tous les cas de ne pas se reconnaître. Ils n'arrivent plus à se reconnaître. Oh, pas mal. Ça donne envie. Bon, bah, tant mieux, tant mieux. Depuis sa création, on se l'arrache, cette pièce. Elle est jouée dans le monde entier, chaque soir. Elle a été jouée à plusieurs reprises, évidemment, à Paris, avec toujours le même metteur en scène, Patrice Carbra. Yasmina Reza est très attentive aussi au lieu où la pièce peut être jouée. Elle supervise, elle contrôle bien les choses. Alors, phénomène d'art, pourquoi cette pièce marche aussi bien? La réponse avec Laurence Boulet. Inscrite au programme du bac, étudiée à l'université, traduite dans 35 langues et plusieurs fois récompensée, la pièce Art fait figure de phénomène. Plus de 20 ans après, Patrice Carbra, déjà metteur en scène lors de la première création, remonte la pièce au Théâtre Antoine à Paris. Cette pièce est devenue un classique à sa manière, un classique contemporain, donc il était au fond légitime de l'offrir à nouveau au public. Pourquoi on se dégonflait? Parce qu'on se disait que ça serait moins bien que la première fois. Serge m'a dit chef-d'œuvre tout à l'heure. J'ai dit chef-d'œuvre parce que c'est un chef-d'œuvre. La première fois, c'était avec Fabrice Lucchini, Pierre Arditi et Pierre Vanek. Il manque d'humour, pour de vrai, mon vieux. L'originalité de l'œuvre vient d'abord du thème. Elle explore un terrain qui est assez peu exploré en général par le théâtre, qui est l'amitié entre les hommes. Tu me cherches aujourd'hui? Non. N'allez pas vous engueuler, ce serait le comble. La force de la pièce, c'est aussi qu'elle est très drôle. Les gens n'ont pas honte d'avoir ri, parce que c'est un rire subtil, intelligent, complice. Lee Sénèque? Tiens, tu vois, par exemple, là, tu me dis Lee Sénèque et ça pourrait m'exaspérer. Et puis bien sûr, il y a le talent de l'auteur, Yasmina Reza. Elle a une façon d'écrire très singulière. Elle a un style à elle qui est très malicieux, très savoureux. Tu as maigri? Bien sûr, j'ai perdu 4 kilos uniquement par angoisse. Lee Sénèque. Art est la pièce française qui s'est le mieux exportée. Elle a été jouée aux 4 coins du monde. Voici quelques exemples. En anglais, en espagnol, en allemand, et même plus surprenant, en coréen. Et d'un pays à l'autre, c'est toujours le même engouement. Il y a des tas de chefs-d'œuvre français qui ne sont pas exportables ou pas exportés, et pas à ce point-là. Alors, ça reste singulier et à peu près unique, et je n'ai pas d'explication. Pas d'explication, mais pour la version 2018 de nouveaux comédiens, dont Jean-Pierre Daroussin. C'est quelqu'un qui aime l'amitié, et il était indispensable qu'il joue Art une fois dans sa vie. Incroyable, ce phénomène, le phénomène de cette pièce. Vous connaissiez, vous saviez bien sûr qu'elle était très appréciée dans le monde entier. Oui, comment vous l'expliquez? Pourquoi elle est quoi? Elle est intemporelle? Elle est universelle? Je pense qu'elle est magnifiquement simple. Magnifiquement
elle recoupe pas mal de façons d'écrire le théâtre. Je pense que les personnages sont sur des bases de clowns, vraiment. Il y a en même temps aussi pas mal de psychologie, pas mal et aussi une écriture, comme disait, très musicale et avec des envolées, avec des moments extrêmement lyriques aussi. Donc, et pas mal de poésie. Donc ça rassemble beaucoup le spectateur, je dirais, en a pour son argent. Puis il est toujours surpris par la subtilité du rebondissement. Au théâtre, malgré tout, les coups de théâtre sont souvent un petit peu attendus ou ne surprennent pas tant que ça. Et là, les coups de théâtre vont toujours chercher sur des ressorts extrêmement cachés chez les personnages. Et donc, ils révèlent d'un seul coup une phase. Il y a beaucoup de mots, d'ailleurs. Les mots sont importants. Oui, c'est vraiment sur l'interprétation des mots. Il révèle à chaque fois des facettes des personnages auxquelles on ne s'attendait pas. Alors, il y a un monologue, évidemment, extraordinaire que vous dites. C'est long et à la fois long peut-être pour vous, mais très court pour nous, spectateurs. Sur une carte d'invitation pour un mariage, pour votre sur mes propre difficultés mariage. à organiser mon mariage entre les différentes parties de la famille et effectivement toutes les histoires qu'il peut y avoir entre ma mère, les belles-mères, les machins comme ça. Et effectivement, c'est un monologue qui est un moment de bravoure, qui est de l'ordre de la performance, qui est écrit comme ça. Comme un Lazzi à un moment donné, d'acteur, et qu'il faut assumer comme ça. Moi, qui ne suis pas un acteur, que j'aime pas trop montrer la performance, tout ça. J'aime bien que les choses ne se voient pas trop, que l'effort ne se voit pas. Là, pour le coup, je suis bien obligé. C'est écrit comme ça. C'est vraiment le récit du Cid. Ça dure combien de temps? Vous avez chronométré? À peu près 7 minutes. C'est pas si dingue que ça, mais ça, c'est pas mal quand même, 7 minutes. Oui, les deux autres, ils sont scotchés. Oui, c'est ça. Oui. Et le public vous applaudit à la fin. Le public a applaudi à la fin. Mais en plein milieu, quand même, de pièces. Oui, et c'est tous les jours, comme ça. Ça vous choque, vous, les chiffres vertigineux du marché de l'art? Oui. Souvent des placements d'ailleurs non imposables. Mais ça me choque pas tellement, pas parce que ce sont des placements non imposables, mais parce que c'est encore un moyen d'exercer un pouvoir. Il y a beaucoup. L'argent étant certainement une des façons d'exercer le pouvoir sur les autres, que je trouve les plus minables, mais les plus sûrs. C'est ce qui marche le mieux. Et les gens qui détiennent ces fortunes, qui détiennent beaucoup d'argent, et j'en reviens à cette méfiance dont je parlais tout à l'heure, ces gens qui détiennent cet argent arrivent même à imposer leur goût parce que c'est là où ils mettent le... Voilà, c'est-à-dire que là où ils mettent beaucoup d'argent, c'est forcément que c'est bien. Pensez à ceux qui créent des fondations, par exemple. En tous les cas... oui, ceux qui créent des fondations, mais en tous les cas, les gens qui, d'un seul coup, imposent leur goût. Imposent leur goût. Imposer leur goût par l'argent. Voilà, et je sais qu'il y a des artistes qui sont complices de ça, qui en profitent. Après tout, pourquoi pas. Vous avez voté pour Macron, pour le président Macron. Vos filles vous l'ont reproché, paraît-il? Oui, c'est vrai, que je l'ai dit une fois, donc, voilà. Donc je ne peux pas le nier, c'est vrai. Et aujourd'hui, vous vous sentez trahi ou pas? Non, pas spécialement. Je pense que notre président est quand même quelqu'un qui a fait des études à l'ENA, qui a fait l'IGF, l'inspection générale des finances, et que ça crée un rapport à l'argent, un rapport à la domination, encore une fois, de l'argent et des banques et des choses comme ça, qui, malgré tout, a du mal à... et que les intérêts privés sont parfois confondus aux intérêts de la France, avec les intérêts de la France. Je pense que ça continue à exister.
Vous savez qu'avec le président Macron, vous avez un point commun. Vous soutenez l'OM. Oui, alors, oui, c'est ça, oui, oui, oui. Eh oui, je tiens à vous le rappeler. Voilà, on s'est amusé, regardez. Nous avons un but. Nous avons 5 ballons. Montrez-nous ce que vous savez faire. Il faut que j'arrive à taper dans le ballon pour que ça rentre dans le trou, là, c'est ça? Oui, il y en a 5. Hein. Il y en a 5, et vous croyez que je vais arriver à en mettre un? Bah, ce serait bien. Ah non, celui-là, ça va pas. Hop. 5. Mais déjà... Ouais, de 2. Mais vous êtes excellent. Ah non, là, c'est un peu trop... Bon, je pense qu'au centre, c'est quand même ce qu'il y a de plus Ouais, simple. celui-là, non au centre, c'est le plus simple. Ouais. Non, ça va. Bon, mais là, pardonnez-moi, mais l'argent aussi, ça existe dans le foot. Oui. Quand on sait que tous les joueurs réunis, PSG, Real Madrid, ça correspond à 1 milliard. 1 milliard d'euros sur la pelouse. Ça vous choque pas, ça? Oui, mais vous savez, au cinéma aussi, il y a de l'argent. C'est-à-dire que cet argent, ce qui me choque, ce ne sont pas l'argent que gagnent les footballeurs. Parce que de toute façon, ça veut dire qu'il y en a d'autres encore qui gagnent encore plus qu'eux, si eux gagnent ça. Mais on a toujours, de tout temps, cherché à des moyens de capter l'argent des pauvres. C'est ça qui rapporte le plus aux riches, c'est capter l'argent des pauvres. Bon, eh ben alors, tous ceux qui ont envie d'aller voir du football, ils vont payer quelque chose. Ils vont même s'acheter des maillots, et des maillots, on en retrouve partout, tout ça. Donc, on est... voilà. Et à des prix déments, souvent. Et à des prix absolument dingues. Les marges doivent être énormes pour fabriquer ces maillots et les vendre. Bon, il y a des gens qui exploitent ça, c'est vrai. Et c'est ça que vous déplorez. Mais en même temps, bon, moi, je dois reconnaître que j'aime bien regarder un match de foot parce que j'aime la virtuosité, la poésie que je vois dans un joueur de foot, dans la façon dont il arrive à créer un geste qui sera toujours différent, même s'il répète ses gammes lui aussi, même s'il travaille, tout ça, il y a un moment d'inspiration devant des spectateurs, devant une foule. On est quand même dans du spectacle, c'est du sport, mais c'est aussi du spectacle. Et oui, il y a de la grâce, il y a de la grâce, parfois il y a de la magie. Je vous emmène au 2 à 2, Jean-Pierre. Eh bien, d'accord. 2 à 2 avec vous, Jean-Pierre Daroussin, et des réponses du tac au tac, si possible. Bah oui, on va essayer. Votre pire cauchemar avant de monter sur scène? C'est d'arriver sur scène et d'avoir oublié un élément du costume fondamental qui est le pantalon, ou alors, ou évidemment de me tromper de pièce, ou de ne plus savoir mon texte, bien sûr. La dernière fois que vous vous êtes trouvé minable? Quand je dois lire un scénario et que j'ai pas trop envie, ou une pièce et tout ça, et je traîne, et parfois même, je ne donne jamais de nouvelles, et ça, c'est pas bien. Est-ce que vous avez rédigé votre testament? Non. En qui aimeriez-vous être réincarné? Quelqu'un qui est déjà mort. Est-ce que vous êtes favorable au retour du service militaire? Une petite période de brassage général n'est pas mauvais. Quelle couleur pour les dessous féminins? Violet. Qu'est-ce que vous feriez si vous restez un jour et une nuit à vivre? Je parlerai à mes enfants, à ma femme. J'écouterai un peu de musique. Je leur dirai tout ce qu'ils m'ont apporté. Voilà. Le rêve, Jean-Pierre, que vous n'avez pas encore réalisé? Jouer au théâtre de l'Odéon. Est-ce que vous regardez des films porno? Ça m'est arrivé. Est-ce que vous avez déjà eu recours au Viagra? Ça m'est arrivé. Votre vie, c'est un drame ou une comédie? C'est une comédie. Qu'est-ce que vous ne supportez pas chez les autres comédiens? Le fait de ne pas écouter et de ne pas regarder
son partenaire, le fait de jouer tout seul. La musique qui vous rend joyeux, si je vous dis, là je vous donne le choix, Aretha Franklin ou Dominique A, vous me répondez quoi ce matin? Alors ce matin, je dirais Dominica. Ah, on avait parié sur Aretha Franklin. Ben oui, mais parce que Aretha Franklin, c'est vrai que oui, mais c'est tellement, voilà, Aretha On Franklin. peut pas voilà, écouter un ça peu me va. les deux, s'il vous plaît. Eh ben, écoutons les deux. Allez. On commence par quoi? Allez, allez-y, en régie. Qui chante dans le vent glacé. Si nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Dans le vent glacé. Ambiance boîte. Mais ça... C'est pas mal tout ça, non? Ouais, mais moi j'adore danser tout autant que chanter sous la douche. Par contre, ça c'est quelque chose qui peut m'arriver assez régulièrement de danser. Mais vous allez en boîte ou vous Non, dansez non, chez je vous? danse chez moi, ou alors quand il y a une fête ou choses comme ça. Je suis jamais le dernier à danser. J'adore danser. Respect d'Aretha Franklin, je pense que ça doit être la chanson que j'ai le plus entendue de ma vie. Et cette chanson-là, je ne sais pas, on ne peut pas s'en lasser. Je voudrais vous offrir cet album, ce double album, c'est un double CD. C'est une interview de Jean-Louis Trintignant. Jean-Louis Trintignant ayant joué art également. Oui. C'est aux éditions France Culture, donc Radio France. Et c'est une interview très très longue et très belle par Amélie Elio, et qui est une critique de théâtre et qui connaît bien Jean-Louis Trintignant. Voilà, je vous l'offre parce que je pense que ça ne peut que vous toucher. Ben oui, ça me touche beaucoup. Il fait partie de ces acteurs qui honorent tellement le métier. Et qui sont des exemples et voilà, on l'embrasse parce que je sais qu'il regarde très régulièrement Thé ou Café je en compagnie de Marianne. Je n'ai pas la chance de le connaître personnellement. Son épouse. Mais voilà. On les salue. Patricia Karoff, exposée sur le plateau de Thé ou Café. Il joue avec les matières. Il s'agit de zinc, d'acrylique, de voile, de gaz. Et Patricia travaille les différentes substances qui sont force et fragilité, qui se relient entre elles. Patricia Karoff. C'est jusqu'au 17 juin. Ah. Oui, c'est jusqu'au 17 juin, absolument. Non, mais vous voyez, vous m'avez offert ça. Sais, vous êtes j'ai tout de suite, j'ai tout de suite envie de regarder. Et c'est au Théâtre Antoine. Oui. Et c'est en compagnie de Charles Berling. Vous embrasserez Charles Berling, oui. Alain Fromager, bien sûr, aussi. Et demain, nous serons en compagnie de Catherine Lara. Si vous voulez revoir l'émission consacrée à Jean-Pierre Daroussin, vous la revoyez bien sûr en replay sur Internet et puis aussi en rediffusion cette nuit. Merci beaucoup Jean-Pierre. On termine par un petit selfie, puis on se revoit dans pas trop longtemps quand même. Hein. Bah, d'accord, mais, bon. C'était il y a si longtemps que ça. Moi je trouve que c'est toujours trop long. Très bien, très bien. Votre absence est toujours trop longue, Jean-Pierre. Allez, on finit par un selfie. Merci à vous. Non. Bonne journée.